Eh bien, d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Merci pour cette présentation. Alors, tout à fait, tout était très juste. Du coup, je me permets de rebondir puisque ça me permet d'introduire justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme vous venez de le dire, je suis enseignante en INSPE. Je suis chercheuse en psychologie cognitive et enfin, les deux sont importants et intimement liés parce que dans mes cours que je peux faire donc à l'INSPE, j'aborde beaucoup tout ce qui est apprentissage, mémorisation, méthode d'apprentissage, stratégie d'apprentissage, etc. Et j'ai pu observer avec les masters MEF que les étudiants, les réactions des étudiants étaient régulièrement de mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça finalement plus tôt? Ça m'aurait servi. Moi, en tant qu'étudiant, j'aurais bien aimé savoir ça avant. Alors c'est vrai que nous, pour ma part, moi, je fais plutôt ces cours dans l'idée de vous êtes des futurs enseignants pour que vous puissiez appliquer ça pour l'enseignement plus tard. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient une vraie demande par rapport à eux et par rapport à leur métier d'étudiant. Voilà. Et donc, c'est un peu en partant de là, de ce constat-là, et puis par ailleurs, par des discussions avec d'autres enseignants justement de l'INSPE, qu'on a commencé cette collaboration. Donc c'est un travail, comme vous l'avez dit, qui a été fait en collaboration donc avec les personnes qui sont donc à l'écran. Normalement, vous devez pouvoir le voir. Euh, donc avec, entre autres, Amélie Duguay, mais aussi Sophie Morlet, donc, qui est de l'IREDU, Marielle Lemeneur, et puis d'autres collègues de l'IREDU ou de l'INSPE. Donc c'est un travail qui a été mené en collaboration donc, avec deux laboratoires, le LEAD pardon, et l'IREDU. Donc d'abord, vous expliquer un petit peu comment ce projet est né. On a obtenu un financement donc PIA 3, plan investissement à venir, sur les nouveaux cursus à l'université, dans un financement qui s'appelle Réussir, innover, transformer, mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc nous, on a proposé donc un projet sur les pratiques d'apprentissage des étudiants pour essayer de voir les effets donc d'un dispositif justement d'apprendre à apprendre et de voir les effets sur la réussite et sur la motivation des étudiants. Je vais vous développer tout ça évidemment au fur et à mesure. Alors dans les grands objectifs, l'idée c'était de favoriser la réussite à l'université, on va voir juste après pourquoi dans le cadre théorique, et de mesurer l'efficacité d'un dispositif de comment apprendre à apprendre sur les inégalités de réussite en premier cycle universitaire. Et comme je vous le disais, l'autre intérêt aussi de ce projet, c'était de pouvoir faire se rencontrer deux disciplines qui s'intéressent finalement beaucoup aux mêmes choses, mais qui ne travaillent pas forcément toujours en collaboration directe. Donc des chercheurs de sciences de l'éducation et des chercheurs de psychologie cognitive, avec vraiment les deux cadres théoriques et de pouvoir mêler les deux cadres théoriques et les deux types aussi de méthodologie, voilà, pour essayer d'aller sur quelque chose d'un peu plus large et plus avec beaucoup de variables. Alors, sur le cadre théorique, donc je précise, hein, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis issue plutôt des sciences cognitives, mais on a beaucoup échangé sur les travaux donc, en sciences de l'éducation. Il y a énormément de littérature. Alors, je ne vais pas tout refaire parce que d'après ce que j'ai pu voir hein, dans les autres séminaires, par exemple, Cathy Perret vous en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas tout refaire dans le détail. Vous le savez, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a quand même un taux d'échec assez important à l'université en première année. C'est assez documenté avec des travaux qui sont aussi bien en Europe que par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique d'ailleurs à la France. Quand on regarde d'un peu plus près les données en France, par exemple, si vous regardez les données de 2018, pour donner juste quelques chiffres, on peut voir qu'il y a 35% de réussite sur la licence en 3 ans. Donc, la licence, c'est les 3 premières années donc, en France. Seulement 35% des étudiants réussissent donc leur licence en 3 ans. On a 44% des étudiants qui passent de la L1 à la L2, donc, ce qui fait quand même un taux d'échec qui est quand même assez important. Dans l'échec, on a en fait 29% des étudiants qui abandonnent et 27% de redoublement à l'issue de la première année. Donc ça, c'est un constat qui est là depuis plusieurs années. Et on a quand même de nombreux, par ailleurs, par rapport à ces chiffres, de nombreux plans, de nombreuses réformes, dispositifs qui ont essayé d'œuvrer depuis maintenant les années 90 à peu près, pour essayer justement
de remédier à ce fort taux d'échec, ou dit autrement, d'aider les étudiants dans leurs premières années universitaires via, par exemple, des stages de pré-rentrée ou des dispositifs de tutorat, de formation à la méthodologie du travail universitaire, avec des plans de réussite en licence, avec carrément des lois, la loi orientation et réussite des étudiants, etc. Et il y a pas mal de littérature en sciences de l'éducation qui sont intéressées à l'effet de ces dispositifs, avec pour l'instant des effets assez contrastés, mitigés de ces dispositifs. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails puisque j'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu par ailleurs pas mal de choses là-dessus, mais on pourra y revenir évidemment si vous avez des questions. Par ailleurs, on a aussi beaucoup de travaux justement par rapport à cette question des premières années universitaires et du taux de réussite à l'université sur la transition universitaire. Donc, certains sont intéressés justement à comment est vécue cette transition universitaire entre le secondaire et le supérieur. Elle est définie, elle est identifiée comme abrupte pour Hart en 2019. Coulon en 2005 parle même d'une rupture psychopédagogique. Ce qu'on se rend compte quand on regarde un petit peu les travaux, c'est que, pour le dire rapidement, il y a un niveau d'exigence qui est quand même plus complexe à l'université, des attentes qui sont différentes, un encadrement aussi qui est moindre. On a moins d'évaluation, par exemple, des étudiants au fur et à mesure de l'année. Donc, ce qui fait que ça demande plus d'autonomie finalement aux étudiants. Et donc, il y a une vraie rupture entre le second degré et l'université qui va être vécue de manière assez différente selon les étudiants. Et Coulon parle même d'un apprentissage du métier d'étudiant qui va être nécessaire donc à l'entrée à l'université. On a aussi des études en sciences de l'éducation sur les déterminants de la réussite. Beaucoup de littérature à ce sujet. J'ai mis ici quelques points qui viennent d'une revue de la littérature qui a été faite en 2015 par Dupont de Clercq et Galland, qui identifie quatre facteurs, quatre déterminants de la réussite. Donc, les caractéristiques d'entrée des étudiants. Et les travaux montrent que les performances passées, les résultats aux tests d'entrée et l'origine socio-économique des étudiants vont être un facteur déterminant de la réussite dans les caractéristiques d'entrée des étudiants, alors que, d'après la littérature sur le sujet, les facteurs de personnalité, l'âge et le genre seraient, quant à eux, moins prégnants, moins déterminants dans la réussite. D'autres facteurs sont les facteurs d'environnement social. Alors, dans la revue de la littérature de Dupont et collaborateurs, ils indiquent que l'environnement social et le soutien de la famille, finalement, seraient assez peu déterminants, ou en tout cas auraient un effet qui serait pas direct, mais qui serait médié par le sentiment d'efficacité personnelle, qui lui correspond donc à un troisième facteur, donc qui est intégré aux croyances motivationnelles. Donc il y a aussi donc une part importante des croyances motivationnelles et en particulier donc de sentiments d'efficacité personnelle. On va en reparler par la suite, mais ça serait un déterminant majeur de la réussite. Enfin, cette revue de la littérature met en avant un quatrième facteur qui est l'engagement de l'étudiant. Alors, l'engagement de l'étudiant qui se décline en quatre types d'engagement: affectif, cognitif, métacognitif et comportemental. Et dans la revue de la littérature, les auteurs montrent que les deux principaux seraient l'engagement comportemental et l'engagement métacognitif, et en particulier dans l'engagement métacognitif, tout ce qui est stratégie d'autorégulation, donc qui vont avoir une importance majeure pour la réussite des étudiants. L'engagement affectif aurait moins d'impact sur la réussite étudiante, et l'engagement cognitif, dans les résultats des études, il est plus contrasté, ça va dépendre des études. Parfois, il a un effet déterminant sur la réussite et parfois non. Et on pourra en rediscuter, mais il semblerait que ça soit lié aussi au type d'évaluation, aux attentes qui peuvent y avoir à l'université, selon si les évaluations demandent justement un apprentissage plutôt en profondeur ou un apprentissage plus superficiel dans les évaluations à l'université.
Donc là, il y a des résultats qui sont un peu plus contrastés selon les études. Donc, pour résumer, on a une importance de tout ce qui est passé scolaire antérieur, les résultats aux tests d'entrée, une importance aussi du sentiment d'efficacité personnelle et de l'engagement comportemental et métacognitif des étudiants, d'après la littérature sur le sujet. On a aussi pas mal d'études sur la motivation. Je ne vais pas développer, hein, j'en aurais pour longtemps, mais une des théories les plus utilisées à l'heure actuelle, c'est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, avec la définition de deux types de motivation, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Pour le dire rapidement, la motivation intrinsèque, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait qu'on fasse l'activité pour l'intérêt qu'elle nous procure, etc. Alors que la motivation extrinsèque, c'est plutôt le fait de faire l'activité pour obtenir une récompense, des bonnes notes, des cadeaux, etc. Et la motivation, c'est l'absence de motivation dans ce qu'on fait. Alors, il y a pas mal de travaux qui montrent l'importance de la motivation sur la réussite étudiante. Il y en a plein d'autres, a pu montrer en 2012 que la motivation intrinsèque agissait directement sur la réussite. Et donc, je vous en parle puisque ça fait partie de nos collaboratrices et donc on s'intéressait aussi donc à la motivation, à ses effets sur la réussite. Et d'autres travaux aussi menés par Amélie Duguay, hein, dont vous parliez tout à l'heure, qui ont montré aussi les liens importants entre motivation et méthode d'apprentissage. Et entre autres, hein, d'autres personnes évidemment ont travaillé aussi dessus, mais avec l'idée que plus vous allez aller vers une motivation intrinsèque, c'est-à-dire faire l'activité pour l'intérêt qu'elle me procure, l'envie personnelle de la faire, plus vous allez utiliser des méthodes d'apprentissage qui sont adaptées, qui sont efficaces, avec un apprentissage plus profond, plus en profondeur de l'information. Donc ça, c'est pour les travaux un peu rapidement en sciences de l'éducation. Par ailleurs, donc, on a aussi de nombreux travaux en sciences cognitives sur les apprentissages, sur le fonctionnement plus global des apprentissages, comment fonctionne l'être humain au sens large du terme, comment fonctionne la mémoire, le raisonnement, l'attention, la résolution de problèmes, etc. Donc ça fait quand même maintenant plusieurs décennies qu'on a nombreux travaux dans le domaine et qu'on sait quand même maintenant de mieux en mieux comment fonctionnent les apprentissages. Pour ne citer juste qu'une revue un peu de ce type de travaux, je citerai ici par exemple Dehaene, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, qui fait une synthèse en mettant en avant 4 piliers, 4 facteurs qui vont déterminer la vitesse et la qualité des apprentissages. Que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu dans les apprentissages, mais on a là 4 facteurs qui vont être vraiment déterminants dans la qualité d'un bon apprentissage. Par ailleurs, on a aussi de nombreuses études plutôt anglo-saxonnes sur les méthodes d'apprentissage et leur efficacité. Et il y a une revue de la littérature en 2013 qui a plus particulièrement attiré notre attention, qui fait un état des lieux donc, de l'efficacité de 10 techniques d'apprentissage. Alors, 10 techniques d'apprentissage qui ont été choisies parmi celles qui sont soit les plus citées par les personnes, soit qui sont assez faciles à mettre en place en termes d'apprentissage. Donc, ils ont sélectionné 10 techniques qui leur paraissaient pertinentes et ils ont regardé l'efficacité de ces techniques, donc dans une grande revue de la littérature, hein, en fonction de 4 catégories de variables. La première, c'est les conditions d'apprentissage. Donc, selon si on apprend, par exemple, seul ou en groupe. Selon aussi les caractéristiques des élèves, leur âge, leur aptitude, leur niveau de connaissance antérieure. Selon le type de matériel à apprendre aussi, si ce sont plutôt des mots de vocabulaire, des problèmes mathématiques, des textes scientifiques complexes. Et selon les critères de réussite que vous prenez en considération, est-ce qu'on est plutôt sur des évaluations du type rappel, du type résolution de problèmes ou du type compréhension?
Et donc, dans cette revue de la littérature, ils ont analysé donc, tout un ensemble d'études qui ont testé l'efficacité de 10 techniques d'apprentissage en fonction de l'ensemble de ces paramètres. Et ils ont catégorisé ensuite les stratégies d'apprentissage en termes de peu efficace, moyennement efficace enfin, d'efficacité faible, modérée ou élevée, selon ces 4 catégories de variables. Donc, avant de vous montrer les résultats, pour être considéré comme d'efficacité élevée, il faut donc une technique, qu'une stratégie d'apprentissage soit efficace, quelles que soient les conditions d'apprentissage, quelles que soient les caractéristiques des élèves, quel que soit le matériel à apprendre et quels que soient les critères de réussite. D'accord ? Donc voilà le tableau, désolé c'est un peu gros à l'écran, mais voilà le tableau grosso modo de résultats. Alors c'est une synthèse un peu rapide. Les 10 techniques donc, sont à gauche de l'écran. Vous avez donc par exemple résumé, surligné, souligné. Je vais prendre la deuxième là par exemple, surligné, souligné. Donc c'est le fait, vous connaissez bien, hein, de surligner les portions de texte du matériel à apprendre. Voilà une technique qui est considérée donc de faible efficacité en termes d'apprentissage par rapport aux 4 catégories de variables que je vous expliquais précédemment. À l'inverse, si vous allez en bas du tableau, vous allez trouver la pratique distribuée, donc distribuée dans le temps, qui consiste à se créer un calendrier de travail qui répartit l'apprentissage au cours du temps. Cette stratégie est considérée comme d'efficacité élevée parce que elle est efficace quelles que soient les conditions d'apprentissage. Je ne vous refais pas les 4, hein, mais elle va fonctionner dans plein de situations différentes. Alors peut-être pour éclairer peut-être un peu plus, vous voyez, si on prend par exemple la stratégie des moyens mémotechniques, elle est considérée comme d'efficacité faible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne stratégie dans certaines situations, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va être efficace dans des situations très particulières, en particulier dans l'apprentissage de mots de vocabulaire. Mais ce n'est pas une stratégie qu'on peut recommander aux apprenants dans toutes les situations. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme d'efficacité faible dans cette étude parce que elle va être dépendante du matériel à apprendre et typiquement vous avez là une stratégie qui est efficace sur un matériel très particulier. Donc, par rapport à cette classification, on voit qu'on a des stratégies qui sont considérées comme de faible efficacité, d'autres qui sont d'efficacité modérée. On va y trouver donc ce qu'on appelle l'interrogation élaborative, c'est le fait de fournir des explications sur la véracité d'un fait ou d'un concept. On va y trouver l'auto-explication, d'expliquer comment de nouvelles informations sont reliées à celles qu'on connaissait déjà, par exemple, ou encore la pratique variée et la pratique des tests aussi, qui est considérée, elle, comme une pratique d'efficacité élevée. Alors pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui va être efficace, quel que soit le type de matériel, quel que soit le niveau de départ des élèves, etc. Par d'autres revues de la littérature, puisque Dombrowski et ses collaborateurs ne sont pas les seuls à avoir fait ce genre de travail. D'autres mettent aussi en avant dans leur catégorisation, alors classe pas tout à fait de la même manière, mais on s'y retrouve quand même beaucoup entre les deux. Donc par exemple, dans la revue de Putnam et Rodiger en 2018, donc un peu plus tard, eux, ils mettent en avant 7 stratégies d'apprentissage qui seraient d'efficacité de forte efficacité. Et donc, on retrouve la pratique de la récupération, la pratique espacée, la pratique entrelacée, etc. Donc, en partant de ces différentes stratégies, donc nous, on a des informations là qui ont l'air de nous dire que voilà, il y a certaines stratégies qui seraient quand même plus favorables aux apprentissages, quelles que soient finalement les conditions d'apprentissage, et d'autres qui seraient quand même moins favorables. Par rapport à ça, d'autres littératures s'est intéressées à qu'est-ce que les étudiants, eux, mettent réellement en place comme stratégie. Et donc, il y a toute une autre littérature sur quelles sont les stratégies utilisées par les étudiants quand on les interroge, et en particulier des étudiants à l'université. Donc, je vous ai mis quelques références là, mais il y en a d'autres sur les méthodes utilisées par les étudiants. Et quand vous interrogez donc, les étudiants sur leur pratique d'apprentissage, ils vous disent en grande majorité utiliser en particulier la relecture comme stratégie d'apprentissage numéro 1.
Donc, par exemple, dans l'étude de Karpik et collaborateurs en 2009, ils ont interrogé 177 étudiants de premier cycle et universitaires sur une question ouverte leur demandant d'indiquer quel type de stratégie vous utilisez pour étudier. Et ils sont 84% à indiquer utiliser la relecture. Donc, c'est la stratégie numéro 1 des étudiants. Vous trouvez ce résultat dans à peu près tous les articles à ce sujet, avec des pourcentages qui varient un peu, mais on est toujours autour des 70-80% sur la relecture en stratégie numéro 1. Viennent ensuite les stratégies de surligner, souligner, résumer, répéter, qui sont finalement, comme on vient de le voir, des stratégies assez peu efficaces, pour le dire un peu rapidement. Donc là, ça questionne quand même, parce que vous dites, donc on a d'un côté de la littérature qui a l'air de pouvoir classifier les stratégies d'apprentissage en fonction de leur efficacité. De l'autre côté, on a de la littérature qui semble indiquer que les étudiants, eux, utilisent plutôt celles qui sont considérées comme peu efficaces. Et s'il existe un consensus par rapport à ce fait, il reste quand même une question sur pourquoi est-ce que les étudiants utilisent finalement plutôt des stratégies peu efficaces. Alors là, il y a aussi toute une littérature qui s'est intéressée le pourquoi de l'utilisation de ce type de méthode. Alors, il y a deux hypothèses dans la littérature. La première hypothèse, ça serait que les étudiants, en fait, sont trop contraints par rapport aux contraintes d'apprentissage en termes de temps, en termes de nombre de travaux à rendre, à faire, etc. Et que donc, ils n'ont pas la possibilité de mettre en place, ou qu'ils voudraient le faire, mais qu'ils ne peuvent pas le mettre en place. Et il y a une autre hypothèse qui est aussi beaucoup développée avec pas mal de données pour l'étayer dans la littérature, qui serait que en fait, les étudiants ne seraient pas informés de ces stratégies efficaces et qu'ils utilisent finalement des stratégies qui sont basées sur leur intuition, sur leur expérience, qui sont improvisées. Par exemple, dans une étude de Cornell et Björk en 2007, ils montrent que 80% des étudiants rapportent que les stratégies d'études qu'ils utilisent ne leur ont pas été enseignées de manière formelle, et donc ils utilisent ce qu'ils ont l'impression d'être bon pour eux. Dans une autre étude de McCabe en 2011, il avait utilisé, même avec un scénario un peu différent, pour sortir un peu des questionnaires un peu habituels de qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous utilisez. McCabe avait utilisé, lui, une méthodologie un peu différente. Il a réalisé une étude sur 255 étudiants avec un protocole dans lequel il demandait aux étudiants de prédire les résultats d'apprentissage par rapport à différents scénarios pédagogiques. Et même quand on demande aux étudiants de prédire dans quelle situation d'apprentissage les étudiants devraient mieux réussir, eh bien, on se rend compte que les étudiants ne sont pas capables de prédire dans quel scénario on va le mieux réussir. Si vous comparez, par exemple, je sais pas moi, un scénario dans lequel on demande plutôt de la relecture par rapport à se tester, ils ne prédisent pas forcément le meilleur apprentissage. Alors tout ça, tout ce que je viens de vous présenter un peu rapidement, nous a amené à nous intéresser à nous dire déjà que, comme je vous le disais en introduction, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de former finalement les étudiants à l'entrée à l'université à comment apprendre, à je me permets de faire le lien aussi avec la formation. Ça fait partie des choses qui sont demandées en ce moment aux enseignants du premier comme du second degré, puisque ça fait partie du socle commun de connaissances et de compétences. Dans le domaine 2, à l'heure actuelle, il est indiqué que les enseignants doivent former les élèves aux outils, aux méthodes pour apprendre. Et donc voilà, en faisant un peu le parallèle, on s'est dit qu'il serait peut-être aussi intéressant de former nos étudiants aussi à l'université à ces méthodes et outils pour apprendre. Voilà, donc on est parti un peu de tous ces travaux-là qui mêlent à la fois sciences de l'éducation, sciences cognitives, mais tout ça en fait se rejoint énormément. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aider, de favoriser les apprentissages des étudiants à l'université en les formant finalement à ces stratégies d'apprentissage plus efficaces, et puis plus largement, si vous me permettez, en leur faisant aussi un peu des séances d'apprentissage sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les apprentissages, ce qu'on essaye aussi par ailleurs de mettre en place dans le premier et dans le second degré en ce moment. Donc, pour dire un peu rapidement les objectifs généraux de ce projet, parce qu'après, selon les articles, on a plus ciblé sur certains que sur d'autres, mais globalement, c'était étudier les pratiques d'études des étudiants de premier cycle en France, puisque
on a quand même pas mal de données sur les pratiques plutôt dans des pays anglo-saxons. Donc, notre première question, c'était déjà de savoir si on allait retrouver les mêmes données que ce que je viens de vous présenter dans les pays anglo-saxons. Déjà, c'était notre première préoccupation, puisque si finalement ils utilisent tous déjà des stratégies considérées comme efficaces, notre dispositif n'était pas pertinent. Et de mettre en relation donc ces pratiques avec le profil social et scolaire des étudiants et leur motivation. De mesurer l'efficacité du dispositif d'apprendre à apprendre et puis aussi d'explorer dans quelle mesure ce dispositif pouvait favoriser ou non la motivation des étudiants et leur réussite. Alors nous, on était sur favoriser les apprentissages en espérant que ça influe aussi sur les résultats à la fin de l'année. Alors, je vais vous présenter maintenant le protocole. Donc, c'est un protocole qui a été mis en place sur l'année 19-20. Donc, il a commencé dès les premiers jours de septembre. On a questionné les étudiants dès les premières séances de pré-rentrée ou le premier cours magistral. Selon les disciplines et selon l'emploi du temps. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. On a pris tous les étudiants de première année donc, de psychologie et de sciences et techniques de l'Université de Bourgogne. Pourquoi ces deux populations-là? Parce que déjà, avec beaucoup d'étudiants dans les promotions, donc ça permettait d'avoir un échantillon assez large. Et puis aussi parce qu'ils ont des profils scolaires très différents. C'est quand même des profils très différents. Donc, ça nous permettait d'avoir deux populations, d'avoir une population assez hétérogène. Enfin, avec des profils différents, pardon. Donc, on les a un premier questionnaire en septembre sur pas mal de dimensions, donc sur les caractéristiques des étudiants, leur choix d'études, les pratiques d'apprentissage, leurs difficultés éventuelles, leur motivation, mais aussi sur les pratiques, etc. Ensuite, on a mis, donc sur un temps 2, on a mis en place, donc pour la moitié des étudiants, donc la moitié des étudiants de psycho et la moitié des étudiants de sciences et tech, on a mis en place donc un dispositif d'apprendre à apprendre avec une première séance de cours magistral et ensuite 5 séances de travaux dirigés à raison donc d'un TD toutes les 2 semaines, ce qui nous permettait d'alterner donc une semaine le TD pour les psychos et une semaine le TD pour ceux en sciences et tech. Et donc l'autre moitié de l'échantillon, lui, faisait ses cours classiquement. Je préfère tout de suite indiquer que ce dispositif n'était pas obligatoire puisque ça ne fait pas partie de la fiche filière de formation. Donc, il a été malheureusement présenté par certains responsables de la formation de psycho comme étant explicitement non obligatoire, donc ce qui nous a causé quelques petites difficultés, évidemment, vous imaginez par la suite. Alors qu'en sciences et tech, comme il était carrément indiqué, intégré dans l'emploi du temps, je ne sais pas si vous avez ça aussi chez vous, mais dans ADE, dans la plateforme qui gère les emplois du temps, et que personne ne leur avait dit qu'il n'était pas obligatoire, voilà, on a eu plus d'étudiants qui ont participé à ces séances. Mais on y reviendra parce que ça va faire l'objet d'une partie là-dessus. Ensuite, en fin de premier semestre, on a réinterrogé avec le même questionnaire les étudiants pour voir si ça avait changé entre le début de l'année et la fin du premier semestre. Et on a fait passer ce questionnaire avant les examens parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient déjà un premier retour sur une première évaluation, parce que même si vous n'avez pas les résultats, vous savez si vous avez plus ou moins réussi l'examen, etc. Donc, on voulait vraiment les interroger avant qu'ils puissent se confronter à l'évaluation. Et puis, on les a réinterrogés donc, à la fin d'année, mais nous avons eu le problème donc, du Covid qui est passé par là, qui ne nous a pas non plus facilité l'histoire, comme vous le savez. Alors, sur les séances, le premier CM a été consacré vraiment à comment fonctionnent en gros les apprentissages, donc les méthodes généralement utilisées, donc de montrer un peu ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire que les étudiants utilisent en majorité la relecture, le surlignage, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait mieux essayer d'utiliser pour être plus en adéquation avec les grands principes de fonctionnement cognitif. Et puis après, on a décliné ce que je vous ai montré dans
la partie théorique, c'est-à-dire que on a fait un premier TD sur l'importance de la pratique échelonnée dans le temps. Donc, on leur a fait tout un premier TD sur comment s'organiser, faire un calendrier de révision, planifier ses révisions, etc. Je ne vais pas tout détailler, hein. Un deuxième TD sur l'attention et l'importance de l'attention, comment essayer de réagir aux distractions, etc. L'équilibre attentionnel, comment réviser de manière efficace en faisant des petites périodes de révision, enfin bref. Comment s'engager activement aussi dans ces apprentissages, l'importance de la consolidation, ce qui nous a permis d'aborder tout ce qui était pratique des tests, de la récupération expansée, etc. Et puis un dernier TD sur la motivation et puis aussi une préparation aussi aux examens. Pardon. Oui, donc par rapport aux résultats, donc je vais vous présenter les résultats donc chronologiquement par rapport à ce qu'on a pu mettre en place. Donc déjà, si on prend les résultats par rapport au premier questionnaire. Donc la population d'origine, c'était 832 étudiants, 499 en psycho, 339 en sciences et techniques. Déjà, ce qui est assez étonnant, enfin pour moi c'était étonnant, mais je sais que en sciences de l'éducation on a l'habitude, c'est de voir que déjà dès le premier cours de l'année, on n'arrive pas à avoir tous les étudiants qui répondent au questionnaire, parce qu'on les a fait en présentiel, hein. On y est allé avec questionnaire papier pour être bien sûr qu'il y a un maximum d'étudiants qui répondent. Et donc, on arrive à 87% donc, de réponses par rapport à la population initiale au premier questionnaire. Alors, rapidement, hein, vous avez 64% de filles, 93% de nationalité française, 64% de nouveaux bacheliers. Sur la motivation des étudiants, les raisons principales d'inscription, majoritairement ressort l'intérêt, le goût pour la filière à 41%, ou leur projet professionnel 38%. Sur le niveau d'études visées, on en a 71% qui arrivent dès la première semaine avec l'idée donc d'arriver au bac plus 5, voire plus avec 18%. Sur le travail personnel, ils sont 87% à indiquer travailler tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Je rappelle qu'on est au premier jour de l'année, hein, donc en fait, on peut penser qu'ils répondent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire au lycée, quoi, parce que pour l'instant, ils n'ont encore pas vécu l'université, hein. Sur le temps de travail par semaine, 38% à dire travailler 5 à 8 heures, 34% 2 à 5 heures. Et par rapport à leur niveau estimé, ils s'estiment plutôt bons à 61%, plutôt faibles à 24% et très peu bons ou faibles. Donc c'est plutôt tranché, soit plutôt bon, soit plutôt faible. Toutes ces données, vous les retrouvez, donc, comme Manuel vous indiquait tout à l'heure, dans l'article qui est dans RIPES. Donc de 2022. Par rapport aux attitudes et aux pratiques d'études, sur les plus fréquentes qui sont rapportées les plus fréquemment par les étudiants, excusez-moi, les étudiants disent, et je souris, vous voyez, assister aux cours à 98%. Donc c'est le début de l'année, hein, donc ils disent en grande majorité qu'ils sont assidus aux cours. On a un effet significatif du genre, donc les filles disent plus régulièrement que les garçons assister aux cours. Et également un effet donc des nouveaux bacheliers par rapport aux autres qui disent assister plus, être plus assidus au cours que les autres. J'ai mis le détail là et après la signification est la même, hein, pour le reste, hein. Ils sont 84% à dire qu'ils lisent lentement le contenu des cours. Il y a plus de filles que de garçons qui l'indiquent. Dans ce qui revient souvent, vous avez aussi j'organise bien mes notes, connaître et noter les dates d'évaluation. Là encore, à chaque fois, vous avez un effet du genre. Les filles systématiquement disent le faire plus souvent que les garçons. De même pour surligner, souligner les éléments importants du cours. Donc ça, c'est les choses qui sont rapportées les plus fréquemment. Dans les choses qui sont rapportées les moins fréquemment par les étudiants, on a demandé des contenus de cours supplémentaires aux enseignants. Vous voyez qu'on est seulement à 9% des étudiants, avec un effet des nouveaux bacheliers qui le disent plus souvent que les autres, et aussi plus souvent les étudiants de sciences et tech par rapport aux psychos. Bachoter, donc ils sont 27% donc, à dire qu'ils bachotent. Donc je rappelle, on est au début de l'année et c'est quelque chose qui est plus souvent cité par les garçons que par les filles. Et puis dans les autres choses qui sont, dans les autres attitudes pratiques qui sont citées,
Vous avez créer et répondre à des questions. Donc là, on voit que, vous voyez, par exemple, se tester, ce n'est pas ce qui sort le plus. Ou établir un calendrier de révision, la dernière ligne, 34%, et même si c'est fait un peu plus par les filles que par les garçons. Donc on voit qu'il y a des effets en termes de genre, en termes de type de bac aussi, sur ces différentes attitudes et pratiques. Sur la diversité des pratiques, toujours, on a, par rapport à ce que je viens de vous montrer là juste avant, on a créé un score de pratiques d'études. Donc, on a pris en fait les 29 items de l'échelle qui avait été validée antérieurement par Göring, je ne sais pas comment on dit, et collaborateurs en 2010. Et on a créé un score de diversité des pratiques. Et donc, plus le score est élevé, plus l'étudiant mobilise une hétérogénéité de pratiques, ce qui nous a permis ensuite de faire des modèles de régression linéaire pour essayer d'expliquer ce score de pratique et de diversité des pratiques par rapport aux caractéristiques des étudiants comme facteur explicatif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des tableaux que je vais vous présenter, mais c'est juste pour vous montrer un peu la forme que ces tableaux peuvent avoir, hein, puisque c'est assez difficilement lisible. Vous les retrouverez dans l'article qui est en bas, là, cité en bas. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les modèles de régression, on voit un effet significatif du genre, un effet significatif du type de bac qui ressort et un effet aussi significatif du niveau autodéclaré des étudiants et de la motivation. Donc, si je dois interpréter ce tableau, ce qui sera un peu plus agréable, on a donc un effet du genre qui est une variable qui est fortement explicative des pratiques. Le fait d'être une fille augmente significativement le score d'hétérogénéité de pratique. À l'inverse, le fait d'être détenteur d'un bac techno, pro ou littéraire, technologique, professionnel ou littéraire, constitue un désavantage en comparaison au bachelier scientifique. Et on a aussi un effet fort du niveau autodéclaré, entre parenthèses, qu'on peut vraiment rapprocher du sentiment d'efficacité personnelle, hein, dont on a parlé dans le cadre théorique, et de la motivation sur les pratiques. Les étudiants qui déclarent avoir un bon niveau scolaire utilise une plus grande variété de pratiques et la motivation intrinsèque engendre un recours à une hétérogénéité de pratiques d'études alors que la motivation joue l'effet inverse. Par rapport aux difficultés qui sont relatées par les étudiants, nos résultats montrent qu'en majorité, ils disent avoir des difficultés pour se mettre au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort mais dans pas mal d'études hein, par ailleurs. Donc on le retrouve aussi ici. Et dans une moindre mesure, pour évaluer le temps de travail à consacrer à chaque matière, à se concentrer aussi, à effectuer des recherches en bibliothèque et à réviser autrement qu'en relisant. Mais ça, je rappelle, c'est vraiment le début de l'année universitaire, hein, c'est en septembre. Là encore, on a construit des modèles de régression logistique pour expliquer la probabilité d'un individu à rencontrer des difficultés pour se mettre au travail, donc sur la première difficulté, celle qui ressort le plus. Et ce qui est significatif, là encore, c'est le genre, le type de bac, le niveau autodéclaré, la motivation. Donc là encore, j'explicite les résultats. Donc, ce qu'on observe, c'est que les filles, toutes choses égales par ailleurs, ont moins de risques de rencontrer des difficultés à se mettre au travail. Le fait de posséder un bac professionnel ou technologique plutôt que scientifique diminue la probabilité de rencontrer des difficultés. Les étudiants qui estiment avoir un bon niveau ont très significativement moins de risques d'avoir du mal à se mettre au travail. Et enfin, on a la motivation qui joue là encore un rôle important. La motivation intrinsèque diminue la probabilité de rencontrer des difficultés pour se mettre au travail et la motivation, au contraire, l'augmente. Voilà, donc on retrouve des résultats hein, de la littérature qu'on a déjà rencontrés par ailleurs. Maintenant, par rapport aux pratiques d'études dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, sur la classification de Domowski et collaborateurs, on retrouve exactement les résultats qu'on a dans la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire que nos étudiants de l'Université de Bourgogne, en tout cas, sont comme les étudiants dans la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'ils utilisent en grande majorité donc, la relecture. Vous voyez qu'elle est indiquée comme étant utilisée de manière très régulière par les étudiants à 82,9%. Ensuite, on a surligné, souligné. Ensuite, résumé. Et alors, vous voyez, elles sont classées dans peu favorables et favorables, mais elles sont aussi classées par ordre de fréquence d'apparition. Et donc, vous voyez que les étudiants utilisent en particulier, enfin plus fréquemment en tout cas, les stratégies qui sont considérées comme peu favorables. Donc, on réplique vraiment ce qu'on a dans la littérature.
Je vous ai mis une autre forme, hein, c'est les mêmes résultats. Donc là, c'était sur l'utilisation, pardon, juste avant. Et là, je vous ai fait une comparaison entre l'utilisation déclarée et l'efficacité. Parce qu'on leur avait demandé aussi s'ils les considéraient être efficaces. Et on voit qu'en termes d'efficacité, excusez-moi, il y a un implicite derrière qui était, est-ce qu'ils ne les utilisent pas alors qu'ils savent qu'elles sont efficaces, mais parce qu'ils n'y arrivent pas, qu'il y a des contraintes, etc. Ou est-ce que juste ils ne sont pas au courant que ces stratégies seraient quand même plus efficaces et que ce serait mieux de le faire. Donc on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, les étudiants semblent savoir que la relecture est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est quand même ce qu'ils utilisent le plus. Mais on voit quand même qu'ils n'ont pas forcément, en tout cas sur ce qu'ils déclarent, ils ne sont pas forcément très au courant du fait que certaines stratégies seraient plus efficaces que d'autres, et ce n'est pas celles qu'ils mettent en avant. On a aussi là construit un score d'utilisation de techniques favorables. Donc, on a pris les 5 stratégies considérées comme plus favorables aux apprentissages. On a construit un score total et puis on a fait donc un modèle de régression. Et donc là encore, on a pu mettre en évidence que l'utilisation de techniques favorables aux apprentissages est influencée par le même type de variables que celles qu'on a vues précédemment. Le genre, qui est encore très significatif. Les filles mobilisent davantage de techniques efficaces que les garçons. Le type de bac obtenu, les bacheliers scientifiques, comparativement aux autres, mobilisent davantage les techniques efficaces. Et alors que les nouveaux bacheliers, eux, ont plutôt tendance à moins les utiliser. Donc voilà pour les premiers résultats. Ensuite, on s'est intéressé donc à la participation au dispositif et aux facteurs explicatifs de cette participation. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu quelques problèmes d'assiduité sur le dispositif. Alors, je sais que c'est quelque chose qui s'observe régulièrement, mais là encore, nous, on a exactement le même constat. On a seulement 140 étudiants qui ont participé au CM et 208 étudiants qui ont participé à au moins une séance de TD. Et donc, vous voyez qu'en psychologie, on a vraiment très peu de participation, 47 par rapport à 161 en sciences et tech. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'explique par le fait qu'il aura été clairement annoncé par un responsable de psychologie que ce n'était pas obligatoire. On a donc en tout 266 étudiants qui ont participé à au moins une séance ou plus du dispositif. Et donc, c'est ces étudiants-là sur lesquels on a analysé donc, la suite des données. Donc, il fallait avoir au moins participé à au moins une séance. Et donc, on a construit un modèle de régression logistique pour essayer d'expliquer la probabilité d'avoir participé à au moins une séance du dispositif. Et on a regardé donc quelles sont les variables qui étaient significatives. On retrouve vraiment ce qu'on a pu mettre en évidence précédemment, ou presque. On a un effet très significatif du type de bac obtenu. Les bacheliers technologiques, professionnels et littéraires ont significativement moins de chances de participer à au moins une séance. Ce qui est assez étrange ici, mais je vous explique pourquoi tout de suite, c'est que le fait d'être une fille, là, contrairement à tout ce qu'on a vu précédemment, plutôt qu'un garçon, diminue la probabilité d'être assidu. Mais je le redis, en fait, c'est lié à la filière, parce qu'en psychologie, il y a beaucoup plus de filles. Et je viens de vous dire que les psychos avaient été beaucoup moins assidus par rapport à ce qui leur avait été dit sur le caractère non obligatoire du dispositif. On a aussi un effet de la motivation d'étudiants qui ne joue pas de rôle sur la participation au dispositif, donc qui peut être étonnant, mais il n'y a pas d'effet. Le fait d'utiliser des techniques d'apprentissage inefficaces n'influe pas non plus sur la participation au dispositif. Donc ça peut être aussi questionnant. On a aussi testé donc, un modèle pour essayer d'expliquer, de prédire, d'expliquer le nombre de modules suivis. Donc après, on a fait une variable combien de modules vous avez suivis, de 1 jusqu'à donc, les 5. Et on retrouve globalement les mêmes résultats, c'est-à-dire que il y a un effet du bac et du nouveau bachelier aussi, avec une plus grande assiduité des nouveaux bacheliers. Alors, rapidement, parce que je vois que le temps tourne, je voudrais aussi vous montrer les résultats par rapport peut-être à la fin de l'année. Et donc, la différence entre le premier questionnaire et puis le questionnaire de décembre et celui de mai.
pardon, en décembre, donc, quand on a re-questionné les étudiants, donc après le dispositif pour ceux qui étaient dans le groupe test, et donc à la fin du premier semestre, pardon, on a eu 288 étudiants qui ont répondu au questionnaire, donc au T3 et au T1, hein, donc on pouvait faire la différence entre les deux, 139 étudiants dans le groupe contrôle et 149 dans le groupe test, avec 93 qui ont participé à au moins une séance. Alors, je vais passer rapidement puisque on n'a eu aucun effet sur la motivation. Alors, d'abord, on a vérifié que nos différents groupes n'étaient pas différents par rapport à la motivation de départ. Donc, c'était le cas. On n'a pas du tout de différence sur la motivation. Mais ce qui est assez étrange, enfin, étrange, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a eu aucune différence entre le T1 et le T3 sur la motivation, quel que soit le groupe. Donc, pas de différence significative entre les scores au T1 et au T3 sur la motivation et aucun effet, pas non plus de résultats significatifs dans les modèles de régression linéaire. Donc, les scores de motivation au deuxième questionnaire ne sont pas expliqués par la participation au module. Donc, ça n'a eu aucun effet, donc, pour le dire autrement, sur la motivation. Par contre, on a vu quelques évolutions sur les stratégies d'apprentissage mises en tout cas déclarées par les étudiants. Sur l'utilisation, entre donc, le premier questionnaire et le deuxième questionnaire, on voit que les étudiants du groupe test disent utiliser plus fréquemment la stratégie de se tester. Celle de varier aussi, mais elle n'est pas significative. Se tester, c'est significatif. À l'inverse, les étudiants du groupe test disent utiliser moins souvent la stratégie de relire, mais ce n'est pas significatif, et d'autres stratégies comme s'imaginer et utiliser des moyens mémotechniques. Donc là, on a quelques débuts de modifications en termes de pratiques d'apprentissage. Sur l'efficacité déclarée, hein, toujours, les étudiants du groupe test déclarent entre le T1 et le T3 ont modifié leur représentation de l'efficacité et ils trouvent la stratégie se tester plus efficace donc, en T3 qu'en T1. De même pour varier les pratiques, mais ce n'est pas significatif. Et pour relire, donc là aussi, on a un effet qui sort. Les étudiants, donc c'est à l'inverse, hein, puisque là, l'idée, c'est comme c'est des stratégies peu efficaces, on attend à ce qu'ils disent que c'est moins efficace en T3. Et donc, c'est le cas hein, ici. Les étudiants du groupe test considèrent la stratégie de la relecture comme moins efficace sur le deuxième questionnaire que sur le premier questionnaire. Donc, on a quelques évolutions constatées hein, des étudiants du groupe test qui ont participé, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, quelques débuts de résultats sur des stratégies un peu clés qui nous ont intéressés. Si on s'intéresse maintenant, et je vais bientôt terminer, excusez-moi, j'ai vu l'heure, hein, vous inquiétez pas, donc je vais passer ça. Sur les stratégies, on a pareil, un peu le même type de résultat sur le dernier questionnaire, cette fois-ci le questionnaire donc, de mai, avec quelques évolutions, alors en particulier sur se tester qui sort aussi, toujours comme tout à l'heure, expliciter aussi qui sort par rapport à l'utilisation. Donc, les étudiants du groupe test l'utiliseraient plus d'après d'après ce qu'ils nous disent en tout cas. Hein, donc ça, c'est une limite, hein, on le verra à la fin. Et ils utiliseraient moins la relecture. Et puis sur l'efficacité, pareil, on n'a pas grand-chose qui sort hein, de manière significative, à part leur lecture qu'ils considèrent vraiment comme étant moins efficace sur le dernier questionnaire. Alors, je voudrais juste passer 2 minutes sur la réussite des étudiants aux examens, puisque j'imagine que c'est une question que vous vous posez, en tout cas nous qu'on s'est posé. On a regardé donc les résultats à la fin de l'année des étudiants, enfin du premier semestre, fin du premier semestre et fin du second semestre. Alors déjà, première indication, c'est qu'on a perdu plus de 120 étudiants par rapport à l'effectif de départ, donc qui ont abandonné le cursus avant les examens du premier semestre, donc ça c'est intéressant déjà. On a une moyenne du second semestre qui est supérieure, mais il faut la relativiser parce qu'on est en période de Covid. Donc, vous le savez, j'imagine, les examens ont été un peu plus faciles. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Et on observe un lien très significatif entre les notes obtenues et le nombre total de séances auxquelles les étudiants ont participé. Donc par rapport à ce qu'on a pu mettre en évidence nous, mais en sachant qu'il y en a quand même pas mal de limites hein, dans notre étude, hein, sur le taux de participation, le Covid passant par là, etc.
On a fait là aussi des modèles de régression linéaire pour essayer d'expliquer les notes au premier semestre et au second semestre. Je vous donne tout de suite un peu ce qu'on a pu trouver. Alors, on a répliqué ce que la littérature a déjà montré, hein, donc le passé scolaire, hein, le type de bac, la mention, qui sont des variables fortement explicatives de la réussite. Le fait d'être un nouveau bachelier impacte en revanche plutôt de façon négative les résultats obtenus. Les variables plutôt socio-démographiques et aux conditions de vie des étudiants influencent assez peu sur nos résultats. Par contre, on a pu mettre en évidence un effet de la variable nombre de séances du dispositif suivi, qui est très significatif, qui est associé à un fort coefficient. Donc, c'est quelque chose qu'on a publié dans un article avec Amélie Duguay et Sophie Morlet dans les dossiers des sciences de l'éducation en 2022. À caractéristiques identiques, le fait d'avoir assisté à une séance du dispositif en plus augmente de 0,22 points la note moyenne du premier semestre et de 0,239 points celle du second semestre. Donc, avec toutes les limites hein, qu'on va pouvoir voir. Donc, je conclus. Nos résultats sur les manières d'étudier des étudiants en première année universitaire, en tout cas à l'Université de Bourgogne, répliquent pas mal de travaux qu'on a pu montrer dans la littérature. On a observé des pratiques genrées, qui sont des choses qu'on a déjà observées et qui sont documentées pardon, dans la littérature. On a des filles qui sont plus assidues, qui utilisent des pratiques plus variées, qui éprouvent moins de difficultés à se mettre au travail. Donc, dans la littérature, hein, c'est documenté le fait qu'elles elles réussissent mieux que les garçons. Là, ça peut nous donner aussi des indicateurs sur pourquoi elles réussissent mieux. On a répliqué aussi, on a pu montrer nous aussi un poids de la motivation et du sentiment d'être un bon élève aussi sur l'adoption d'une hétérogénéité de pratique, ce qui avait déjà été montré hein, dans d'autres travaux. Les difficultés éprouvées par les étudiants de réviser autrement qu'en révisant, de s'organiser, confirment aussi le besoin de ces étudiants de ce type de dispositif. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que quand on leur propose, bah, finalement, ils s'y investissent très peu et ils sont très peu assidus à ce type de dispositif. Donc, il y a un paradoxe terrible là, entre les difficultés éprouvées et en même temps bah, le manque d'adhésion à ce type de dispositif. Sur les stratégies d'apprentissage, on réplique le fait que les étudiants semblent ignorer les stratégies d'apprentissage qui sont plus efficaces et utilisent en majorité des stratégies peu efficaces comme relire, surligner, etc. On a aussi ici là, un effet genré avec aussi un effet du type de bac hein, qu'on a pu voir avant. Un lien aussi entre la motivation et les techniques d'apprentissage efficaces. Ceux qui sont les plus motivés ont tendance à utiliser des techniques d'apprentissage plus efficaces. Quelques premiers résultats observés du dispositif Apprendre à apprendre, avec beaucoup de limites, hein, on y revient, sur l'utilisation déclarée des stratégies, sur la représentation de leur efficacité. On a quelques débuts quand même de résultats. Des effets du dispositif aussi sur la réussite en fin de premier semestre et en fin de second semestre, mais aucun effet par contre sur la motivation. J'en arrive aux limites et je termine. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises hein, pendant la présentation, on a eu une perte importante d'étudiants entre ne serait-ce que le premier questionnaire et le deuxième questionnaire, beaucoup moins de pertes d'ailleurs sur le dernier. Mais cette perte, elle est identique entre les deux groupes, entre le groupe test et le groupe contrôle. On a très peu d'assiduité des étudiants au dispositif d'apprendre à apprendre, donc dû au statut du dispositif qui était facultatif. Et puis, on rejoint les constats dans la littérature hein, sur ce type de dispositif. Hein. On a eu beaucoup de mal à intéresser, à engager les étudiants dans ce dispositif. Une autre limite importante, c'est qu'on est sur du déclaratif des étudiants pour les pratiques. On n'est pas allé vérifier concrètement si c'est vraiment ce qu'ils mettent en place. Hein, voilà. Et la situation Covid à partir du début du second semestre. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt essayé d'utiliser les données du premier semestre puisque le Covid n'avait pas commencé. Et je termine juste en vous livrant aussi, alors là, c'est plutôt sur les échanges avec les étudiants. Quand on essaye de comprendre pourquoi les étudiants n'ont pas été assidus, ont déserté un peu les TD qui ont été faits pour eux, qui nous ont demandé quand même beaucoup d'énergie, d'investissement pour mettre en place ces TD. On a eu beaucoup de retours d'étudiants nous disant qu'ils estimaient que ça arrivait trop tard dans leur scolarité
que s'ils sont en première année d'université, c'est qu'ils ont eu le bac, donc ils savent comment apprendre puisqu'ils ont réussi, ils ont eu le bac. Donc ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, ou il aurait fallu qu'on leur explique bien avant. Voilà ce qu'on nous dit. Et l'autre chose qui me semble importante aussi, de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des réactions assez fortes de certains étudiants qui nous disent, bon, enfin, c'est gentil, là, vous nous dites que il vaudrait mieux faire de l'apprentissage espacé, il vaudrait mieux réduire les temps d'attention, etc. Mais ce n'est pas forcément en accord avec les pratiques pédagogiques de nos enseignants. On n'a pas l'impression que nos enseignants sont au courant de ça. Et un décalage, si vous voulez, entre les pratiques enseignantes parfois et ce qu'on était en train, nous, de leur dire comme étant à favoriser. Et du coup, peut-être des pistes pour plus tard, et vraiment j'ai terminé, des pistes pour plus tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'intervenir plus tôt dans la scolarité, donc aller sur du second degré, voire même avant, sur du premier degré? Et pourquoi pas aussi d'intervenir en parallèle, en tout cas de ne pas être complètement que sur, de ne pas faire porter tout sur les étudiants. C'est aussi des choses qui sont développées dans les travaux de Claire, hein. C'est pas du tout une idée qu'on a que nous, hein. Euh, en ce moment sur la réussite à l'université, de se dire que peut-être il ne faut pas faire peser toute la charge sur les étudiants, sur leurs pratiques, sur leurs modalités, etc. Mais aussi aller voir aussi du côté des pratiques enseignantes. Et peut-être en faisant en sorte que les enseignants adoptent aussi ce type de pratique dans leurs cours ou en tout cas incitent les étudiants dans leurs cours à utiliser ce type de pratique, ça serait peut-être plus efficace. Voilà, j'ai terminé dans le support que vous pourrez donc récupérer si j'ai bien compris. Je vous ai mis les références par rapport à ce projet que j'ai pu mettre au fur et à mesure et dans laquelle vous retrouverez aussi toutes les autres références que j'ai pu citer au fur et à mesure. Et je vous remercie de votre attention et je reste maintenant à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup.